C'est parfait, ça. Vous m'entendez bien tous? Parfait, tout à fait. Parfait. Bonsoir, merci à tous d'être là pour cette deuxième soirée engagée. Ce soir, c'est sur la thématique du témoignage et de l'engagement de la jeunesse. Comment est-ce qu'on peut, s'engager autour du témoignage? Qu'est-ce que le témoignage va amener aux jeunes et à l'engagement? Voilà. Donc on a différentes associations qui ont bien voulu venir participer. On a Anne-Charlotte qui représente le groupe F, qui va nous expliquer tout de suite après qu'est-ce que le groupe F. On a Juliette qui représente le CRIPS, un service civique du CRIPS. On a Sandrine et William pour Unicité. Voilà, donc c'est une intervention qui est retransmise en live sur Facebook et qui sera disponible sur YouTube. Je vous laisse vous présenter tout de suite et puis après on regardera la vidéo pour débattre. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis militante. Et alors, comme on dit chez nous, on est agent et agente du groupe F. Qu'est-ce que c'est que le groupe F? C'est un collectif qui s'est monté il y a à peu près un an, au moment où on a eu des annonces, je ne sais pas si vous vous souvenez, de baisse de financement, notamment aux associations qui militaient, qui intervenaient auprès des droits des femmes. Et du coup, on s'est dit, c'est pas possible que ce gouvernement d'Emmanuel Macron, qui avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa grande cause nationale, qu'il nous annonce en même temps, c'est la grande cause nationale, et en même temps, on va baisser les moyens des associations. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de s'organiser et de se dire, s'ils ne le font pas, on va essayer, nous, en tant que citoyens et citoyennes, de le faire à leur place. Et du coup, on est plus de 6000 actuellement, on a monté un site internet, et l'idée, c'est de diffuser de l'information et d'essayer aussi de diffuser des actions, de mettre en place des actions collectives ensemble pour montrer l'engagement des jeunes, l'engagement des femmes et des hommes dans la lutte contre les violences. On part du principe que chacun est en charge, chacun peut mettre sa petite goutte d'eau et faire changer les mentalités. Plus on sera nombreux, plus le curseur va se déplacer par rapport à la tolérance, et donc du coup à l'intolérance face à ce type de violence. Et donc on est principalement sur la lutte contre les violences sexuelles et les violences sexistes. Voilà. Parfait. Bonjour, alors je m'appelle Juliette, je suis en service civique au CRIPS d'Île-de-France. Le CRIPS, c'est le Centre régional d'information et de prévention SIDA et pour la santé des jeunes. C'est une association qui va fêter ses 30 ans cette année et qui est particulièrement connue pour ses actions de prévention auprès des jeunes franciliens et franciliennes. Donc on va intervenir dans les établissements, sur l'espace public, dans les festivals, et on va parler de tout un tas de sujets qui concernent directement les jeunes, la vie affective et sexuelle, la prévention des conflits addictifs, le bien-être, l'hygiène de vie, et donc voilà. Bonjour, alors Sandrine d'Unicité. William. Alors du coup, Unicité, justement, c'est l'association pionnière, fondatrice un petit peu du service civique en France. Unicité est née il y a 24 ans. Ça a été fondé par 3 jeunes étudiantes qui pensaient qu'un jour, peut-être, ça deviendrait normal dans la vie des jeunes de s'engager, de donner une partie de leur temps pour la société, pour des causes solidaires et surtout dans la diversité, d'échanger, de faire ensemble pour la société. Donc aujourd'hui, le service civique est reconnu. Il y en a un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit la santé, mais aussi la solidarité avec les personnes âgées, avec les personnes en situation de handicap, pour l'environnement, pour l'accès à la culture, à l'éducation. Et du coup, Unicité intervient dans tous ces domaines-là et permet à des jeunes d'intervenir en équipe. Alors en fait, oui, ce qui est bien en fait à Unicité, c'est qu'en fait les services civiques se font en équipe. Donc ce sera toujours des équipes, minimum une dizaine, c'est ça, une dizaine de jeunes en fait qui seront réunis, qui viennent forcément d'horizons et de milieux différents. Donc ça a créé beaucoup de diversité, ça permet aux jeunes aussi de prendre conscience de plein de thématiques, de plein de problématiques aussi, justement pour pouvoir échanger, partager et aussi travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Merci beaucoup. Juste, je rappelle que la soirée elle est organisée en collaboration avec la MIE, la Maison des Initiatives Étudiantes. Donc on remercie parce que c'est eux qui nous accueillent. Et
mais on va passer tout de suite au film. Voilà. Exprimer ce qu'on pense sur un sujet important, c'est-à-dire le témoignage, pour moi, c'est quelque chose de plus concret par rapport à la théorie. Le témoignage, c'est aussi une manière de garder les traces du passé, surtout le témoignage oral. Et si les témoignages visuels, c'est encore plus intéressant parce que ça permet d'avoir une situation telle que les gens l'ont vécu, ceux qui étaient là à ce moment-là. Donc c'est important pour garder les traces de l'histoire. C'est donner son expérience par rapport à un événement qui s'est passé. Ok. C'est retranscrire un fait qu'on a vu, une expérience qu'on a vécue par rapport à sa situation. En fait, c'est aussi beaucoup de gens qui le font pour rendre service aux autres. Oui, c'est important, mais sauf si les idées véhiculées sont néfastes pour la société en général. Du véhicule du racisme ou du sexisme, ça n'a aucun intérêt, ça entraîne juste des débats qui sont souvent des faux débats et qui peuvent être agents pour des raisons qui sont Donc ça serait du témoignage selon toi? Ça restera du témoignage parce que le témoignage il véhicule une idée, une opinion, et voilà, ça restera du témoignage BD. C'est un des élèves qui font ça le plus, c'est elle qui le dit, les témoignages, et ceux qui font. Il y a plusieurs points de vue à avoir là-dessus. Il y en a un qui serait de dire que les jeunes aujourd'hui n'ont pas énormément de place pour s'exprimer, tout simplement parce que beaucoup ça les intéresse pas, ou alors parce qu'ils n'ont pas forcément envie de partager ce qu'ils ressentent sur le témoignage, ils n'ont pas forcément envie de témoigner de ce qu'ils connaissent ou de ce qu'ils vivent. Et l'autre, ce serait de dire que si les jeunes veulent de la place dans le témoignage, c'est à eux de faire représenter par des groupes de prendre de l'importance. Volontairement. Et pourquoi les jeunes n'auraient pas envie de partager Là, c'est dans un cadre un peu différent parce qu'on est dans le jeu, tout à l'heure. Mais dans un cadre où il n'y aurait que des adultes, le débat en fait serait mené par les adultes qui poseraient des questions qui les concernent selon leur point de vue, avec plus de recul et plus d'expérience, mais qui ne sont pas forcément celles auxquelles les jeunes ont envie ou besoin de répondre. Allez, voir. Et les écouter, c'est quoi? S'ils ont des opinions eux-mêmes, ils essayent déjà de les écrire s'ils n'arrivent pas à les dire. Et prendre une personne de confiance et leur dire si c'est à l'occasion d'en parler de telle chose, de les laisser parler à la place. Et il faut avoir aussi une certaine confiance envers les personnes parce que pourquoi qu'elles déforment aussi. C'est vraiment là, je n'ai pas vraiment d'idée parce que les personnes qui sont déjà vulnérables, elles n'ont pas forcément envie de témoigner, tout simplement. Et en fait, on ne peut pas forcer les gens à témoigner si elles n'ont pas envie. Donc là, je n'ai vraiment pas d'idée. Peut-être savoir trouver les bons mots pour dire que ça peut faire évoluer, avancer les choses, que ça peut les aider peut-être à accepter certaines choses aussi. Maintenant, là, j'ai pas de solution miracle. Mais le nombre fait beaucoup aussi. Si les gens sont beaucoup autour de personnes qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes centres d'intérêt, ils sont forcément plus, on les entend forcément plus parce qu'il y a plus de personnes qui véhiculent le même message. C'est tout l'intérêt de cette association, des syndicats. Pour moi, ça fait partie d'une bonne intention, mais c'est vrai que par exemple, si la personne n'a pas vécu d'événements ou fait, et ça déforme, il donne en fait finalement son point de vue par rapport à ce qui s'est passé au lieu de son vécu. Comme des fois, c'est vite. Le souci du témoignage, c'est qu'on lui fait dire ce qu'on veut, parce que c'est pas forcément un concept, surtout dans l'ère qu'on est aujourd'hui, de l'information continue, très efficace, très courte et très rapide. Et on n'a pas le temps de tout constituer dans le contexte. C'est un peu dangereux quand même. À quoi peut amener le témoignage? Peut-être à réfléchir, à avoir des réponses, des précisions, des conseils. Voilà. Donc, du coup, j'ai tout de suite une première question. C'est quoi pour vous le témoignage? Je prends la parole.
Alors, quand vous m'avez demandé d'intervenir sur le témoignage, moi j'avais une vision très fermée, restreinte de la définition du témoignage. Pour moi, parce que j'interviens auprès de victimes, c'était le témoignage des victimes. Et en fait, effectivement, je trouve que cette définition élargie, elle est intéressante. On peut témoigner de 1000 façons et de 1000 événements et de 1000 choses différentes. Mais ça me fait quand même penser, ce qui est intéressant, c'est la force, et c'est un des interviewés qui le dit, c'est que l'accumulation de témoignages, on sort d'un fait divers, et on peut avoir une analyse plus globale et politique d'un événement. Si je pense aux femmes victimes de violences, notamment de violences sexuelles par exemple, la libération de la parole après l'affaire Weinstein, les hashtags MeToo et Balance ton port, de témoignages individuels, on a pu se rendre compte de l'ampleur du phénomène, de la quantité de femmes et de jeunes filles qui étaient victimes de ce type de violence. Donc, je trouve que c'est intéressant de sortir de l'individu et de se raccrocher à un phénomène beaucoup plus global par la force du nombre, comme il le dit. Il y a une dimension que je trouve intéressante aussi, c'est même l'origine du mot. Au départ, le témoignage, c'est un terme qui est plutôt juridique. On va témoigner devant un tribunal, devant un juge. Ça peut même être une obligation civique, une obligation citoyenne d'aller témoigner. Mais on voit aujourd'hui que le témoignage, c'est un phénomène social, comme le mentionnait Charlotte. J'ai eu un doute, ça commence bien. Mais c'est aussi, témoignage, ça peut être à plus petite échelle que la société, ça peut être un groupe qui se rencontre au sein d'une région, d'un établissement, d'un groupe d'amis, qu'on est plusieurs à partager soit les mêmes sources de joie, parce que le témoignage, c'est pas que témoigner des choses qui nous font du mal, c'est aussi des choses qui nous font du bien, et qui peuvent permettre de répondre à ça au sein d'une société. Et du coup, voilà, je trouve ça intéressant ce décalage d'un terme juridique à un terme qui devient social. Alors pour ma part, moi je voyais le témoignage plus comme quelque chose de positif. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va expliquer une action qu'il peut faire dans son quartier ou dans sa ville, les choses qu'il a vécues, qu'il a pu voir de ses propres yeux. Ça permet aussi de montrer en fait, à la face du monde toutes les choses bien en fait, qui peuvent se faire. Et je trouve que c'est vachement important parce que ça donne un réel un exemple, voilà, un réel exemple en fait, sur quelque chose qui est très concret, qu'on peut reproduire aussi par la suite. Quoi. Moi, pour moi, je le voyais plus comme ça, et négativement en fait. Du coup, oui, le témoignage, c'est vrai que c'est un aspect, je parle peut-être un petit peu plus technique, mais c'est vrai que dans le milieu associatif, on a l'habitude de rendre compte de nos actions, de ce qu'on fait. Alors, on publie des jolis rapports avec plein de données, plein de chiffres, plein de choses. Mais en fait, quand on met le témoignage de quelqu'un, ça donne une toute autre dimension. Parce qu'on peut donner, on peut décrire l'impact qu'on a. Mais si on va interroger la personne qui a vécu cet impact, ça montre un aspect assez différent. Et le côté émotionnel du témoignage, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que, si jamais vous avez des questions aussi dans la salle, n'hésitez pas à intervenir, à nous interpeller. Du coup, c'est donner la parole aux concernés pour pouvoir, avoir un témoignage et peut-être effectivement développer et monter un regroupement, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça? Oui, alors c'est sûr. Alors je suis désolée, c'est vrai que j'ai un angle et une vue, un prisme qui n'est pas tellement positif, encore que je pense que la libération de la parole, c'est positif. Et montrer, voir qu'une victime témoigne, ça peut aider une autre à dire bah, si elle a le courage de le faire. Et d'ailleurs, je pense aux actrices américaines, c'est pas pour rien, à mon avis, que ça a permis cette libération de la parole, c'est que ça a été un exemple positif. De dire si ces femmes ont vécu la même chose que nous, il y a aussi un effet miroir et de se dire ok, bah, nous aussi, peut-être ça va me donner le courage d'aller dénoncer ça devant la police. Voilà. C'était quoi ta question? Non, c'était surtout en fait le ressort d'expliquer et de dire ce témoignage, de redonner la parole aux concernés, que ce soit un témoignage positif ou négatif, pas négatif, mais dans une thématique plus grave, ou peut-être plus de montrer ce qu'on fait au sein de l'association, de témoigner son engagement pour pouvoir fédérer un maximum de personnes en fait. Qu'est-ce qu'on fait du témoignage? Et ça dépend ce sur quoi on témoigne.
Mais effectivement, je pense que ça peut aider à fédérer. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'action politique, l'action collective, politique au sens faire quelque chose pour la cité, pour la société dans laquelle on est, donc sur l'engagement, et de se dire d'un témoignage, d'un fait peut-être concret, comment on essaye de faire en sorte que effectivement, on fédère autour d'une cause commune et qu'on participe à l'évolution de cette société dans un sens positif, de valoriser l'engagement des jeunes dans les quartiers, la solidarité féministe, la solidarité envers toutes les minorités, la lutte contre les discriminations. Enfin, pour moi, ce sont des sujets qui sont fondamentaux. Et ce n'est pas l'individu, d'après moi, tout seul, qui va pouvoir faire quelque chose. Le rapport de force, il est forcément en sa défaveur. En revanche, plus on sera nombreux à porter ensemble ce discours-là, et plus on va pouvoir inverser le rapport de force. Moi, c'est ce qui m'intéresse de passer du témoignage individuel à une cause collective. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on a une approche un peu inverse chez nous. C'est-à-dire qu'on va parler de choses très globales et le témoignage va prendre une personne. Une personne qui, pour nous, représente vraiment l'essence de ce qu'on a envie de dire. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, c'est un peu notre rôle, en fait, on ne s'est pas présenté, mais on est ambassadeur de l'association. Et on a fait une mission de service civique l'année dernière. Et aujourd'hui, notre but, c'est de témoigner, justement, de témoigner de notre expérience, mon expérience et ton expérience, et d'en faire un peu, d'en prendre la quintessence pour dire, voilà, l'engagement des jeunes, c'est comme ça. Ça peut être ci, ça peut être ça, et en montrant, genre, juste un seul exemple, on va faire parler des milliers de jeunes qu'on n'aurait pas pu tous faire parler. Tu vas les raccrocher, autour de ton projet commun. C'est vrai. Pour faire un peu la médiation entre les opinions. Ce que je pense que le point commun entre à chaque fois, et c'est ce qui a été dit dans la vidéo et je trouve ça intéressant, c'est redonner la parole aux concernés, c'est ce que tu as redit aussi. Et là, dans les deux cas, c'est donner la parole, du pouvoir, de l'espace à des gens qui ont peut-être plus régulièrement pas la parole, ou qui n'ont peut-être pas, ou qui ne se l'autorisaient pas par honte, par culpabilité, ou parce qu'on ne leur a jamais donné l'occasion de s'exprimer avant. Il y a un ensemble de choses qui fait qu'on ne s'exprime pas, parce qu'on n'a pas appris à s'exprimer, c'est quelque chose qui s'apprend. Et du coup, je pense que dans les deux cas, ce qu'on retrouve vraiment, c'est cette idée d'oser prendre la parole, d'oser aller témoigner, et qu'on représente soi-même et qu'on soit une agrégation, qu'on soit finalement un symbole. Il y a cette chose de, on parle de ce que l'on connaît, et on prend la parole en tant que ce que l'on est. Et c'est assez fort, comme symbole. Je te passe le micro. C'est aussi, pour apporter un peu le lien, je trouve que ça permet aussi de casser justement le fait de s'engager, de témoigner, de se fédérer autour de témoignages, de casser une information qui est descendante tout le temps, qui vient des experts, qui vient de ceux qui savent, et de justement la parole à ceux qui font, à ceux qui vivent. Voilà. Alice. Non, c'est bon, tu veux. Oui. Je pensais qu'on avait une question avant, alors je voulais la préparer, mais du coup, ça va être. Déjà, merci à vous pour vos témoignages. Comment faire pour justement donner la parole à. Alors, vous prenez l'exemple, je ne sais plus quel est l'exemple des jeunes de quartier, mais c'est un bon exemple. Et comment faire pour donner la parole à ceux qui ne veulent pas peut-être s'exprimer, qui ne s'autorisent pas à s'exprimer, quels sont vos leviers, comment vous allez les accompagner? Et deuxième question, comment faire pour ne pas détourner ce témoignage et le mettre en faveur d'une institution? Voilà. Comment garder la vérité de ce témoignage? Merci. Alors, je vais parler un petit peu de l'expérience que j'ai pu avoir au CRIPS. Moi, ce que j'observe, c'est que quand on donne de la parole aux gens, ils parlent. Donc, par exemple, le CRIPS, quand on va intervenir auprès d'un groupe de jeunes, que ce soit un groupe de jeunes en insertion, un groupe de jeunes lycéens, lycéennes, dans la rue, les jeunes nous croisent, on leur demande de parler et ils vont déverser un flot de parole parce qu'ils ont des choses à dire. Après, ils ont des choses à dire sur leur vie, surtout des choses qui les interrogent, des choses qui les concernent, des choses qui les préoccupent, des choses qui les aiment aussi. Dès qu'on ouvre la vanne, généralement, ça marche très bien. Et ça marche dans les deux sens.
les gens ont envie de parler et les gens ont envie d'écouter. Je pense qu'il y a un peu cette notion qu'on aime les histoires. Depuis qu'on est tout petit, on voulait des trucs, on aime les histoires. Non mais c'est vrai. Et du coup, il y a ce truc de autant on aime raconter notre vie, c'est ce que je suis en train de faire, mais on aime aussi écouter les histoires. Et du coup, je pense que donner la parole, c'est pas si compliqué que ça. Comme disait la jeune fille dans la vidéo, il faut aller les voir. Une fois qu'on va voir les gens, ils parlent. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et là, je n'ai pas de réponse aussi immédiate. Mais pour la première question, s'il y avait d'autres personnes qui avaient... Non, j'allais dire sur... effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense quand on donne la parole aux gens, ils parlent. Juste sur le cadre, peut-être, de bienveillance, d'écoute, de respect, je pense que c'est ce qui permet cette libération de la parole. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça dépend de ce qu'on a envie d'en faire, et ça dépend de la nature du témoignage. Si je prends une femme victime de violences sexuelles, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on la réoriente vers des structures spécialisées où il y a des psychologues, des juristes, soit on l'oriente vers le commissariat. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, mais la première chose, pour moi, la plus fondamentale, c'est la bienveillance, la gentillesse, le respect de son témoignage, lui dire je te crois. Je ne mets pas en doute cette parole-là. Et il y a des assos, il y a des structures dont c'est le métier, parce que oui, il y a des sujets sur lesquels on ne se sent pas formé, c'est normal. Et, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait au groupe F, d'essayer de former les agents pour recueillir cette parole-là de façon le plus professionnelle possible, pour aider les victimes. Mais sur les jeunes de quartier, on va en faire autre chose. Il y a plein d'assos qui travaillent aussi dans les quartiers et qui vont donner la parole à ces jeunes, qui vont les soutenir et qui vont faire plein d'initiatives. Il y a des vidéos, il y a des projets photos, il y a des projets de livres, de témoignages, de journaux. Enfin voilà, il y a plein de manières. Après, il faut être inventif et il y a plein de talents dans les quartiers. Mais ouais, je suis d'accord, je te rejoins. C'est pour moi le respect et d'aller écouter les gens, parce que ouais, tout le monde a des choses hyper intéressantes à raconter en fait. Après, pour ce qui est de comment empêcher l'assimilation des témoignages et les détournements et garder la vérité, c'est pas quelque chose que je trouve qui est facile, mais en fait, je pense que tout dépend de l'interlocuteur. Enfin, c'est comment la personne apporte la chose. On sent tout de suite si on peut avoir confiance en la personne ou pas. Je pense que les personnes un peu mal intentionnées qui vont détourner un peu les témoignages, je pense que les gens le sentent d'avance et je pense pas qu'ils se confient en fait. Après, je pense un peu, je sais pas. Après, le fait que ce soit repris par des institutions, par des organismes, des associations, moi je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Parce que si tu dénatures pas le témoignage, si tu ne changes pas les mots de la personne, si tu gardes le témoignage aussi authentique qu'il était, si ça va dans ton sens, pourquoi ne pas l'utiliser? Et ça valorisera et la personne et l'association dans tous les cas. Après, c'est vrai que nous, les témoignages qu'on fait, notre visibilité passe en grande partie par les témoignages. Ça, c'est vrai, les témoignages de jeunes, les témoignages de personnes accompagnées, les témoignages de partenaires, c'est vraiment très important pour nous. Et à chaque fois qu'on veut mettre en valeur quelque chose, on va toujours prendre un témoignage parce que c'est la chose qui parle le plus aux gens et on pense que c'est la chose qui nous représente le mieux aussi. Je pense qu'il y a un aspect aussi de comment ne pas demander le témoignage, ça peut être la multiplicité du témoignage. Parce que ce soit pour défendre une cause politique, là on voit que s'il y a 15 000 témoignages sur un sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, mais qui peut être aussi, je pense, à la mémoire, à l'histoire. Quand par exemple, pour prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, à la sortie, on entendait les témoignages des résistants. Et on avait l'impression que la France avait été résistante comme une entité résistante. Et au fur et à mesure, on a fait sortir les témoignages des gens qui n'avaient peut-être pas été résistants, des gens qui avaient peut-être été neutres. Est-ce que la neutralité existe? Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens qui avaient été juste leur histoire de vie, dans les villes, dans les campagnes, pendant la guerre. On s'engage, on ne s'engage pas. Des gens qui avaient subi des choses, ou qui avaient fait subir des choses. Et je pense qu'en fait, un témoignage de résistant, deux témoignages de résistance, c'est quelque chose. Quand on a 10 000 traces de mémoire de plein de personnes qui ont vécu des choses différentes, là on a comme une forme de vérité, d'approximation de la vérité qui surgit. Et je pense que pour ne pas mal utiliser un témoignage, il y a aussi cette notion d'essayer de prendre un peu tous les partis. Et quand on prend un peu tous les partis, il y a forcément un côté qui va à un moment pencher d'un côté ou de l'autre. Après, des fois, c'est pas le rôle de nous citoyens, même le rôle des médias. Là, je pense par exemple au témoignage des violences sexistes et sexuelles. À un moment, ça va être le rôle du tribunal et de la justice. Mais je pense que c'est le rôle de la société quand même.
Aussi. Pour faire sortir un sujet, oui, après pour condamner, c'est autre. C'est un débat. Non, ça se passe pas que dans les tribunaux, ça se passe dans les médias. C'est quelle place ont les femmes dans les médias, dans la société, c'est les inégalités salariales, donc quelle loi tu vas faire passer ou quels moyens tu vas mettre en place. Sur ce que je disais, quels moyens aux associations qui accompagnent les victimes, quelle prévention on fait dans les établissements scolaires pour au plus jeune âge lutter contre justement ce sexisme et ces violences sexistes. Donc, je pense que c'est l'affaire de la société pour moi. Et justement, est-ce qu'on n'est pas dans une société aussi où, comme le disait un des interviewés, où tout va très vite, on ne prend pas le temps, et où donc du coup on fait un peu ce qu'on veut avec le témoignage, on dessaisit un peu la parole des gens, parce qu'on veut aller un peu dans le sensationnel, voilà, est-ce que c'est pas un des travers aussi de notre société et sur quoi il faut être vigilant aujourd'hui quand on fait témoigner les gens? Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir qui parle, d'où on parle quand on s'exprime. Est-ce que c'est un homme ou une femme politique de tel ou tel bord? Est-ce que c'est une ancienne victime? Je ne sais pas si... ça me fait penser à ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur un plateau télé, On n'est pas couché, un soir, il y a eu une militante, comment elle s'appelle, Florence Rousseau, non, c'est pas Florence, Madame Rousseau, pardon, je suis désolée, qui était face à Catherine Angot, et il y a eu deux femmes victimes de violences sexuelles de nature différente et à des âges différents qui se sont retrouvées face à face. On a deux témoignages, les deux témoignages étaient sincères, étaient honnêtes, authentiques, mais ces deux femmes étaient à des niveaux différents, avaient une vision différente de ce qui leur était arrivé. Une qui a mis à distance, qui ne voulait surtout pas être assimilée au statut de victime. Le mot victime était très compliqué pour elle, c'était extrêmement violent d'être ramenée à ça. Et une autre en face qui est venue, qui a monté un collectif, une association qui lutte contre les violences, et donc qui portait la parole, elle aussi, individuellement en tant que victime, et qui portait la parole d'autres victimes. Et on avait ces deux témoignages, et ça a été hyper violent. Alors après, c'est la responsabilité aussi des médias, comment on expose des femmes, des victimes, et qu'est-ce qu'on en fait, et cette télé, comme tu disais, qui va vite, et qui est la téléspectacle, et qui analyse rien. Mais du coup, c'est qui parle, en fait. D'où on parle, et de comprendre que si cette personne-là, à ce moment-là, elle utilise ces mots-là, elle a cette violence-là, ou elle a cet angle dans son témoignage, la remettre dans son contexte aussi pour comprendre. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant aussi à ça. Et je voulais dire sur la rapidité de l'information, quelque chose qu'on disait, je pense que c'est là la force du témoignage, quelque chose qu'on utilise et pour essayer d'encourager des gens à prendre une action comme à l'université, vous êtes des ambassadeurs, et aussi la force du témoignage quand on a des mouvements comme Balance ton corps, c'est que le témoignage, c'est pas qu'une information, c'est une personne. Et donc à partir du moment où c'est une subjectivité, c'est une personne, on parle aussi dans le registre émotionnel. On a un bout de vie d'une personne qui nous raconte quelque chose. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça peut passer comme n'importe quelle information, on éteint sa télé, on passe à autre chose, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous touche à un niveau personnel, émotionnel, et qui reste. Pas forcément le nom de la personne, pas forcément le cas précis, mais une envie, une colère, quelque chose. Je pense que le témoignage fait résonner quelque chose, et c'est pour ça que c'est un élément qui est utilisé de plein de manières différentes. Après, je vous ai dit, je connais ce que tu parlais, et du coup c'est ça. Mais après, je pense qu'il y a différentes formes de témoignages. Il y a les témoignages qui sont médiatisés et il y a les témoignages de tous les jours. Parce que moi, je faisais un programme, ma mission pendant le service civique, c'était d'aller voir des personnes âgées isolées et de faire des visites de convivialité. Et donc là, des témoignages, moi j'en avais tous les jours en fait. Et c'était des témoignages de l'ordre du privé. On le répétait à personne, on le gardait pour nous, mais ça faisait du bien à la personne comme ça nous faisait du bien à nous. Et là, pour le coup, on prenait le temps. Donc certes, sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a certaines informations qui sont rapides, qui sont peut-être tronquées, erronées, mais on l'accepte. On sait que c'est la subjectivité d'une personne, que ça a été pris d'un morceau. Quand on le lit, normalement, on en est conscient. Alors que dans les témoignages de tous les jours, et je pense que ça nous arrive à tous, et que là, on prend tous le temps. Parce que justement, on sait qu'on est face à des êtres humains qui nous racontent un vécu personnel.
Pourquoi vous avez choisi ou décidé de témoigner après cette expérience de service civique? Pourquoi j'ai décidé de témoigner de mon expérience de service civique? Tout simplement parce que pour moi ça a été un super moteur, un super boost dans ma vie personnelle et même professionnelle. Et je sais que ça peut aider vachement de jeunes qui ont été en difficulté ou pas, qui ont envie de changer un petit peu de leur train-train quotidien, du travail ou des études. Je pense que c'est un super moyen en fait, le service civique de s'accomplir. Et justement, moi, le fait de témoigner de mon expérience que moi j'ai vécue, je pense que ça peut aider plein d'autres, donc je ne me prive pas de le faire. Après, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, on a tous envie de parler de nos expériences, surtout quand elles sont archi positives. Et nous, ça a été notre cas tous les deux, mais c'est le cas de plein de jeunes qui font le service civique, je pense que tu vas me dire. Et du coup, après, on a cette envie d'en parler. Dès que les gens nous posent des questions dessus, j'ai une amie qui me disait là, moi quand on me demande ce que je fais, je m'arrête plus pendant une demi-heure parce que j'ai tellement de choses à dire. Et nous, on nous a proposé, on nous a dit vous voulez pas passer un an à raconter votre vie? Bah oui, vraiment je peux. On a plein de choses à dire et que c'est passé tellement de choses que c'était naturel en fait. Et nous, on nous a donné cette chance. Vraiment, comme on disait, des fois il faut la donner la parole. On n'aurait jamais fait ça si on ne nous avait pas proposé. Et du coup, là, le fait de pouvoir partager ça avec d'autres jeunes, de pouvoir peut-être les toucher, leur parler sur des sujets qui vont, eux, leur parler justement, ou de faire avancer une cause aussi. C'était notre but, c'était aussi qu'au niveau politique, au niveau médiatique, on en entend le plus parler. Et on le fait à notre échelle, quoi. Et je trouve que c'est important. Puis, moi, comme je vous entends parler, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tout cas, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que la force d'un propos, la force d'un témoignage, il faut la respecter, il faut respecter la personne qui livre son propos, et être dans des valeurs de non-jugement et de bienveillance par rapport à la parole donnée, pour éviter justement, comme tu parlais de ce qui s'était passé lors de l'émission de télé, je pense que très clairement, voilà, c'est ce genre de confrontation qui fait qu'on est dans le spectacle en fait, le témoignage, on s'en fout un petit peu, on cherche un peu du sensationnel, et donc du coup, on enlève ces valeurs-là. Et donc du moment où on enlève ces valeurs-là, c'est compliqué justement d'avoir les émotions et de retranscrire correctement les émotions. On part en clash, on part dans un débat qui en est plus un, et voilà, c'est pas... Oui. La différence justement entre le témoignage et le débat d'idées, c'est qu'il faut faire attention, parce que comme tu disais, le témoignage, ça engage la personne. On est sur l'émotionnel, on est sur du personnel. Le débat d'idées, on parle de confrontation d'idées, on est à un autre niveau. Le témoignage, si tu témoignes de ton expérience, je peux pas dire je suis pas d'accord. T'as tort. C'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle nous raconte. Voilà. Après, je peux être contre l'idée de service civique ou j'en sais rien, mais en tout cas, de leur expérience, ils viennent en témoigner et je ne peux pas ne pas être d'accord. Et quand on mélange les deux, je trouve qu'on peut mettre en difficulté les gens qui témoignent et ça peut devenir extrêmement compliqué. Après, oui, on débat sur des idées de fond. Dans un débat d'idées, on peut illustrer avec des témoignages, c'est ce que tu disais, pour appuyer ton propos, que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, sur n'importe quel sujet, le témoignage de femmes victimes de violence, de dire bah voilà, j'en ai encore une hier qui m'a raconté que, pour illustrer un propos, mais l'interlocuteur peut rebondir sur le propos initial, pas sur le témoignage. Et je pense que tu as mentionné un peu, André, quelque chose qui est hyper important, c'est l'encadrement du témoignage. Qu'est-ce qu'on fait du cadre d'un témoignage? Et par exemple, dans le témoignage qui est utilisé pour la santé, il peut être utilisé de deux manières qui sont totalement opposées. Par exemple, on va prendre une personne qui a bu et qui a pris le volant et qui a eu un accident de la route. Et alors ces personnes-là, généralement, on les croise, on peut les croiser dans des classes de 4e et 3e pour faire de la prévention routière. Et alors en fait, là, le but, c'est de faire la prévention par le risque et par la peur, et de se dire attention, regardez cette personne, elle va venir vous dire que toi, elle est très malheureuse depuis qu'elle a cet accident. Mais le témoignage dans la santé, ça va être aussi un groupe de parole pour personnes alcooliques, avec quelqu'un qui dit je m'en suis sortie et on va en s'encadrer.
et on va parler ensemble dans un cadre bienveillant pour essayer de s'en sortir. Donc là, on est sur 2 personnes qui ont eu un moment, un rapport avec l'alcool qui les a mis peut-être en danger dans leur santé et qui vont l'utiliser de manière totalement différente. Parce que dans un cadre, on va rester sur le spectaculaire, sur le faire peur, sur jouer sur les émotions, et dans l'autre, bien sûr qu'il va y avoir un cadre émotionnel, mais on va être dans un cadre de rassurant, de prise en compte de l'expérience et de transformation de cette expérience en quelque chose peut-être de positif et de bénéfique pour le reste de la société. Et je pense que ça change tout. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. Du coup, comment est-ce que parler permet aussi de se construire, de se reconstruire et d'éviter du coup les prises de risques? En fait, je suis un peu perturbée parce que je suis en train de combattre féminicide et la service civique que je vis. Les idées qui se mélangent. En fait, déjà, il y a se construire et se reconstruire. Déjà, on est sur 2 notions différentes. Il y a avoir un espace de parole qui permet peut-être qu'on nous renvoie quelque chose pour se construire tout au long de la vie. Au CRIPS, on travaille beaucoup avec des jeunes de 13 à 25 ans, donc une période qui est assez centrale dans la construction de l'identité, et d'avoir à des moments des interlocuteurs qui acceptent ce que l'on pense, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est important, mais aussi des gens qui vont échanger, qui vont essayer peut-être de nous guider, qui vont nous faire confiance en ce qu'on pense, c'est important. Et aussi, il y a la notion peut-être de se reconstruire, et dans le cadre des témoignages qui soient faits d'une manière intime ou d'une manière publique, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit, je ne sais pas, une expérience raciste dans le métro, une expérience homophobe, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconstruction, qui peut être de l'ordre de la reconstruction. Après, une expérience qui peut être compliquée, voire traumatique, parler, c'est déjà accepter ce qui nous est arrivé. Avoir quelqu'un qui nous dit « je te crois », ça peut être essentiel, c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. Et je pense que c'est une première étape qui est absolument importante. Et oui, se reconstruire, tu parlais du fait de peut-être que c'est une expérience d'insertion. Je pense que c'est ça aussi, le fait d'avoir une possibilité de parler. Le service civique, c'est aussi un endroit où on est assez libre dans ce qu'on fait. On nous écoute, qu'est-ce que tu as besoin pour ton parcours, et avoir l'occasion de dire, alors moi dans ma vie professionnelle, c'est ça que je voudrais, mais en fait ça me fait peur, bah, c'est hyper important. Sur le témoignage, donc sur la partie victime, ce qui est intéressant dans la parole, c'est aussi d'aider celui ou celle qui témoigne à nommer les choses. Et sur la question des violences, il y a une banalisation. On a grandi dans une société qui est sexiste, qui est patriarcale, et donc on a parfois une acceptation de certaines situations qui sont des violences en réalité. Et donc le témoignage d'une copine qui nous raconte, bah voilà, avec mon mec, bah, il me dit ça, il me traite de telle manière, il fait ça, et en face de dire, mais tu sais, peut-être que c'est pas acceptable, peut-être que c'est pas normal, peut-être même que c'est interdit dans la loi, ce qu'il est en train de faire, d'aider à nommer les choses. C'est, je pense, aussi une partie, tu disais, de la reconstruction, mais en tout cas de peut-être la première étape pour identifier exactement, et puis après enclencher la sortie des violences. Et parler sur les violences sexuelles, je pense que si on parle du viol conjugal, le nombre de femmes et de jeunes filles qui ont subi des situations qu'elles ont banalisées en disant bon, ben, c'est normal, on accepte des choses, oui, bah, des fois on n'a pas toujours envie, mais voilà, bah, si j'ai besoin qu'il me quitte, je vais accepter certaines choses. Oui, bah, il était bourré, il s'en rappelle pas, il sait pas, il n'a pas fait exprès. Voilà, il y a une banalisation de certaines formes de violence, de l'intime. Si on ne les nomme pas, c'est compliqué. Et pourtant, il y a des conséquences effectivement sur les victimes qui peuvent aller jusqu'au psychotrauma, et des conséquences graves sur la santé des victimes, sur leur carrière, sur l'aspect professionnel et sur l'ensemble de la vie en fait. Donc oui, aider à nommer, aider par le témoignage, c'est aussi une manière, je trouve, de militer, de lutter contre les violences qui sont faites. Effectivement, le témoignage comme outil pour se construire, je vais encore parler de mon expérience, c'est que du coup, dans nos équipes de volontaires, on est avec des personnes qui ont des parcours de vie, des parcours scolaires, qui viennent de milieux culturels, sociaux complètement différents. Et le fait qu'on se retrouve ensemble et on témoigne de notre expérience entre nous, on parle, on échange sur des choses, et ça nous permet de nous construire aussi justement. Parce que
des personnes ou des situations que l'on n'a jamais été confronté, et ben là, on va entendre le témoignage de personnes qui l'ont vécu. Et du coup, ça permet aussi de nous construire, de déconstruire des choses, des préjugés, et d'évoluer soi-même aussi. Et c'est pour ça que c'est une grande richesse à titre personnel. Juste pour revenir sur la banalisation en fait, de la société, pour vous, quelles seraient les actions en fait, à effectuer pour sortir de cette banalisation? Merci. Le collectif, le groupe F, on appelle le 2 juin. On va faire, c'est une première étape, c'est une manière de lutter, de rendre visible cette lutte. On va aller tracter dans Paris, mais plus largement dans toute la France, dans différents points. On a des petits flyers qui rappellent quelques chiffres. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre justement des Parisiens et des Français plus largement pour aller débattre dans la rue, discuter, échanger sur justement la thématique des violences sexuelles et sexistes. Donc ça, c'est un des moyens. La seconde idée, donc venez nombreux, c'est de s'inscrire sur le site. Et dans les moyens d'agir du groupe F, il y a le fait qu'on envoie des informations régulièrement par mail et qu'on appelle à des actions, et on appelle aussi les agents et les agentes à nous donner des idées, à venir avec des idées d'actions qui permettraient de lutter contre les violences. Pour moi, c'est l'éducatif le plus important. À titre personnel, c'est d'aller dès la maternelle expliquer qu'on ne soulève pas la jupe des petites filles, c'est pas un jeu rigolo, parce qu'au collège, on a un jeu qui est d'aller toucher les seins et les fesses des filles, c'est la qualification d'une agression sexuelle. Il y a très peu de professionnels, que ce soit les instits, les pions, peu importe, même les parents, qui vont voir ça comme une agression sexuelle. Et puis après, à l'âge adulte, c'est les agressions dans les transports, des fauteurs, des agressions sur le lieu de travail. Juste si je peux rappeler quelques chiffres, une femme sur 5 est victime de violences, de harcèlement au travail. Une femme sur 10 est victime en France de violences conjugales. Il y a 86 000 viols par an. Voilà, c'est comment on reconnaît les violences en tant que telles, comment on les combat, on les tolère pas, en fait. Qu'on va pouvoir faire évoluer les mentalités. Ça, non, ça c'est pas acceptable. C'est-à-dire que chacun est en charge de cette lutte. C'est-à-dire que c'est demain, tu dis à ton collègue, ta blague, elle était pas drôle en fait. Ta réflexion là, elle est pas marrante. Alors peut-être tu n'es juste pas drôle. Ça veut pas dire que tu es un harceleur. Non, oui, c'est juste pas drôle. Voilà. Non mais c'est... Voilà, pour moi c'est comment on cautionne plus. Vraiment, on monte dans... c'est plus tolérable en fait. C'est-à-dire qu'on est en 2018, hein, c'est pas normal qu'il y ait des commentateurs télé qui embrassent les seins d'une femme sur un plateau télé, que ça fasse rire tout le monde, par exemple. Et dans ce que tu as dit, il y a deux choses. Il y a le seuil de tolérance. Plus haut. Okay. Il y a le seuil de tolérance et il y a l'éducation. Et je pense qu'il y a un temps pour les deux. Et par exemple, l'éducation, c'est ce que nous on fait, c'est ce que moi j'apprends à faire en ce moment aussi. C'est l'éducation à la santé. Et dans l'éducation à la santé, on peut faire rentrer plein de choses. Et quand on va parler de vie affective et sexuelle, bien sûr qu'on parle des relations entre les femmes et les hommes. On parle des discriminations, on parle de l'homophobie, et ça rentre là-dedans à fond. Et il y a un temps pour expliquer, ah bon, toi tu crois ça, mais pourquoi est-ce que tu crois ça? Et d'où est-ce que ça vient? Et on essaie de tirer des fils. Et il y a un temps aussi pour rappeler, alors ok, tu penses ça, et c'est ton droit, mais la loi elle dit ça. Donc il y a un moment, il y a ce que tu penses, et il y a ce que tu as le droit de dire à des gens. Et donc je pense qu'il y a un moment énorme pour la pédagogie, et il y a un moment de temps en temps aussi pour rappeler qu'on a un cadre légal qui n'est pas parfait mais qui est là, et qui est là pour nous protéger, et il faut savoir s'en saisir aussi. Parce que notamment dans le cadre des luttes sexistes, des violences sexuelles et sexistes, il y a une peur d'aller porter plainte pour des raisons légitimes, mais il y a aussi plein de gens qui juste n'y pensent pas tellement. Il y a une espèce de banalisation qu'on a dit aussi. Je pense qu'il faut agir sur plein de niveaux en même temps, et quand on dit comment agir, c'est compliqué parce qu'en fait, on peut agir à n'importe quelle seconde de notre vie d'une quinzaine de manières différentes. Et moi, je pense que ce qui va faire changer la société, fortement et à long terme, ça va être si on agit sur tous les niveaux, en même temps et durablement. Et le premier, c'est
Le premier, et bien sûr, le premier, c'est soi-même. Du coup, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que ça m'a fait penser à des choses intéressantes, mais en lien avec les services civiques. Et du coup, en fait, une des façons, c'est aussi recueillir les témoignages négatifs, comme il parlait dans le film, et il disait que peut-être il ne faudrait pas leur laisser la place et tout ça. Mais nous, on prend un petit peu l'aspect différent, opposé, c'est que pendant les formations civiques et citoyennes, tous les volontaires sont amenés à parler, à débattre de sujets de société. Et là, on laisse s'exprimer aussi bien les paroles sexistes et homophobes que les paroles féministes. Et, donc, c'est aussi la confrontation des points de vue qui vont montrer aux personnes ah bah, toi, tu penses ça, et dans ta tête, c'est légitime, mais effectivement, comme tu disais, la loi, c'est ça, et le vécu des personnes, c'est ça. Et confronter la parole des gens et leur point de vue sur la société, sur plein de sujets, ça permet aussi de déconstruire le fait. Ils vont peut-être, les personnes qui ont des pensées sexistes ou je ne sais quoi, ils diront peut-être jamais qu'ils sont sexistes. Et le fait de les dire à voix haute et de les assumer et que les gens leur disent ah si, c'est sexiste, et là ça leur permet aussi de se remettre en question. Donc il faut entendre tous les paroles. Ce qui est surtout important, c'est après, une fois qu'est-ce qu'on fait, ce que tu précisais, rappeler un cadre légal, d'être aussi dans l'éducation, quoi. C'est bien beau de donner la parole, de témoigner, et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait aussi de ce témoignage? J'avais juste un commentaire, et c'est pas du tout pour nuancer ton propos, mais c'est aussi pour échanger à tutoyer. Il y a un livre d'un anthropologue qui s'appelle Didier Fassin qui est sur l'empire du traumatisme, et il fait une analyse sur la condition de la victime avec une analyse historique. Et lui, dans ce livre, il analyse comment, parallèlement aussi à cette apparition aussi du témoignage, finalement, de l'apparition du statut de victime, il y a aussi tout un domaine finalement psychiatrique et psychologique qui s'est créé avec toute cette histoire du traumatisme, des psychotraumas. Je suis psychologue à la base, donc c'est pour ça que sûrement ça m'intéresse comme sujet. Mais pour la question politique du témoignage, il y a aussi tout un univers qui reprend ça et qui le met dans un champ un peu disciplinaire qui est très pathologisant. Et du coup, on passe du citoyen au malade. Tu vois, donc parfois, j'ai peur aussi quand on fait appel au statut des victimes systématiquement parce qu'on oublie un peu les citoyens. Comment tu vois ces univers un peu compliqués? J'aime bien quand on intervient sur les violences faites aux femmes, souvent, et que ce soit des hommes ou des femmes, on nous dit ah non, toujours les victimes, on nous parle tout le temps de victimes, et puis on ne veut pas être enfermé dans ce statut de victime. Mais c'est un fait, ça ne veut pas dire qu'on est enfermé à vie, c'est-à-dire que quand on est victime du racisme, on est victime du racisme. C'est-à-dire quand tu mets 15 lettres de motivation, 15 candidatures pour trouver un emploi par rapport à quelqu'un qui est blanche, c'est une réalité. Donc quand tu es une femme et que tu as été victime à un moment donné d'un viol, tu as été victime, à ce moment donné, déjà moi je veux bien qu'on cherche des mots, mais c'est aussi d'écrire, il faut accepter cette réalité. Et ça ne veut pas dire que tu es victime à vie. Ça veut dire que tu es enfermé dans ce statut, et ça veut dire que c'est négatif non plus. Sur le fait que ce soit pathologisant, moi je suis quand même contente qu'on puisse mettre de plus en plus de moyens pour la prise en charge des victimes. Parce que quand on a subi un certain traumatisme, et si tu es psychologue, tu dois bien le savoir, il y a l'aspect judiciaire, effectivement, mais ça se passe aussi en dehors des tribunaux. Et il y a quand même un travail à faire pour la reconstruction. Et pour moi, ça ne veut pas dire non plus que c'est une pathologie, que c'est une maladie et qu'on enferme encore une fois la personne là-dedans. En revanche, qu'il y ait une prise de conscience et une prise en charge. Là, on l'a vu sur les attentats. Il y a des services psy, des numéros d'urgence qu'on peut appeler si on a été traumatisé. Je trouve que c'est une avancée, je trouve que c'est positif qu'on puisse avoir des espaces gratuits pour se libérer de ça. Et pour les victimes, je trouve que c'est essentiel. Et franchement, pour travailler auprès de femmes victimes de violence, elles ont besoin à un moment donné d'espace pour comprendre aussi comment elles en sont arrivées là, qu'est-ce qui s'est passé, mettre des mots sur cette souffrance et pour passer à autre chose. Et il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'était aussi l'aspect politique du témoignage versus enfermé dans un statut de victime. Et là, je pense qu'il y a aussi un rôle qu'on a, nous, à jouer en tant que société. Qu'est-ce qu'on choisit de diffuser comme témoignage?
sur nos réseaux sociaux, auprès de nos amis, et comment on le diffuse. Est-ce qu'on dit il y a des violences sexuelles en France, ou est-ce qu'on met un témoignage très triste avec de la petite musique? Est-ce qu'on fait dans le spectaculaire? Est-ce qu'on fait dans le sentimentalisme? Ou est-ce qu'on met des faits qui, oui, nous touchent à un niveau émotionnel, bien sûr, mais en choisissant aussi de ne pas dire, pas justement une démarche pathologisante, pas une démarche ah oui, elle est victime, et puis en plus derrière il y a peut-être ce côté, en fait elle a toujours été victime, c'est peut-être un peu, enfin, bon, d'ailleurs c'est une insulte dans les collèges, dans les lycées, c'est une victime. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une victime? Donc quelque part, quand tu es une victime, de toute façon tu es condamné d'être une victime, et tout ce qui t'arrivera, tu vas bien chercher. Bah moi je pense que c'est aussi notre rôle à tous de bien définir que victime, c'est, voilà, ça veut dire quelque chose de précis. Et c'est pas forcément un statut social, c'est pas forcément un statut psychologique. C'est quelque chose qui peut faire du sens pour les personnes ou pas. D'ailleurs, notamment chez les personnes qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles, il y en a beaucoup qui parlent d'elles et d'eux-mêmes comme des survivants, des survivantes. Et je pense que là, c'est un truc qui est très intéressant. C'est-à-dire que j'ai été victime de ça et maintenant je survis. Je suis passée à l'étape un peu d'après. Je suis dans l'après. Mais ça me permet quand même de toujours en parler. Ça me donne un statut. Il m'est arrivé ça et je le survis et je passe au-dessus de ça. Et je trouve ça assez intéressant comme ça. Moi j'avais une autre question. Vous parlez des personnes en situation de vulnérabilité. Est-ce que tout le monde aujourd'hui a la possibilité de témoigner, la possibilité de s'engager dedans et qu'est-ce qu'on peut mettre en place si ce n'est pas le cas, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ces personnes pour leur donner la parole, pour les inciter à pouvoir partager l'expérience? Tout à l'heure, en off, on se posait la question de la définition de la vulnérabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par être vulnérable? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est l'exclusion sociale? Est-ce que c'est être en situation de handicap? Ouais. Moi, j'ai pas de réponse. Je sais pas. J'imagine que déjà, la première chose, c'est d'aller vers les gens. Mais j'imagine qu'il y a des outils ou des moyens d'accéder de lever les handicaps sociaux ou la vulnérabilité pour aller vers le témoignage. Je sais pas. Après, moi je connais des associations qui font ça, et après, et qui justement vont recueillir des personnes, des témoignages, des personnes qui ne parlent pas français, et qui du coup ne sont pas entendues, mais ont une opinion et ont un vécu qui est très important, et il faut partager parce qu'il y a des choses dont elles veulent témoigner, mais qui n'ont pas forcément la possibilité. Et il faut aller vers ces personnes, et effectivement, c'est pas toujours quelque chose d'évident, mais une fois que le témoignage il est sorti, comme tu disais, la balle, une fois qu'elle est ouverte, bah, ça coule. il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait pour que ça puisse être exprimé et être diffusé, en fait. Est-ce que les gens parlent et est-ce qu'on les écoute? Parce que, enfin, moi j'en sais rien, j'ai pas une étude sociologique sur quelle catégorie de population s'exprime, mais par contre, c'est ce que tu disais, qui parle dans les médias? Quelle est la place que l'on laisse aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui sont exclues économiquement de la société? Quelle place on donne aux jeunes en insertion dans les médias quand eux s'expriment, hein, pas encore on parle du jeune de banlieue, quand eux s'expriment dans les médias par rapport à des jeunes qui sont dans des études supérieures prestigieuses. Il y a effectivement le fait d'avoir une capacité à s'exprimer, qui est une capacité qui n'est pas innée, qui s'apprend et qui est difficile parfois, mais il y a aussi, pour qu'on s'exprime, il faut qu'on nous écoute. Je pense qu'on vient un peu, il y a une boucle qui s'effectue. Je ne sais pas si vous aviez des choses que vous aviez envie d'aborder, qu'on n'a pas abordé là, par exemple. J'imagine que si je vous laisse le micro pour parler pendant des heures, ce que vous étiez en train de nous dire tout à l'heure, oui. Je pensais aussi au truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a aussi le droit de ne pas vouloir témoigner. Enfin, on ne l'a pas mentionné. Notamment les personnes vulnérables, parce qu'on ça on l'a dit par contre, hein, c'est se mettre sur le devant de la scène, c'est pas forcément facile. Enfin, vous, c'est quand même pas facile. Même si on dit qu'on a bien raconté sa vie, c'est quand même pas facile de se mettre tout le temps devant des gens et de devoir parler. Donc on a aussi le droit de ne pas vouloir témoigner, de ne pas vouloir raconter, ou pas à tout le monde,
peut-être aussi de quel public on choisit. Et aujourd'hui, il y a tout ce truc aussi avec le témoignage et les réseaux sociaux. Il y a, je le parle et je le dis, je crois le dire à certaines personnes, et puis finalement ça va être retweeté 500 000 fois. Et ok, moi j'étais prête à le dire peut-être sur l'espace public, mais peut-être pas sur cet espace aussi public. Et donc je pense que oui, il y a quand même quelque chose sur est-ce qu'on veut témoigner et à qui. Et on peut ne pas témoigner mais s'engager. Aussi. Moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait qu'on me demande de témoigner sur alors regarde, tu es noir, est-ce que tu as déjà été victime de racisme, etc. etc. Je vois, oui, forcément, ça m'est déjà arrivé, mais pour moi, le fait de témoigner en fait de ça, c'est moi, je ne me considère pas comme une victime du racisme. Justement, je trouve que elle n'a pas trop lieu d'être, parce que je ne me sens pas dessus en fait. C'est pas quelque chose qui me freine, je le considère pas. Donc du coup, le fait de témoigner sur des exemples de racisme que j'ai vécu, je trouve que ça fait pas bon, c'est un peu... c'est pas ma vision des choses en fait, de voir le truc et dire oui, mais si, il faut quand même que tu le dises et tout. Moi, je suis pas forcément d'accord, on doit forcément témoigner sur tout. Tu témoignes sur ce qui te touche. Ouais. Comme on disait, le témoignage, c'est une part d'émotion. Donc, on ne peut pas te témoigner sur quelque chose que tu n'as pas ressenti, en fait. C'est ça. C'est pareil quand on intervient sur les violences faites aux femmes. La première question, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Et on n'est pas obligé de témoigner là-dessus. Le rapport à la cause collective, il peut être à plein de niveaux. La construction de l'engagement, elle peut se faire à des niveaux complètement différents. Dans les associations, c'est pas que des associations d'anciennes victimes qui viennent témoigner de ce qui leur est arrivé. C'est des femmes ou des hommes engagés, d'ailleurs il y a des hommes engagés contre les violences, contre les inégalités, comme on peut être blanc et lutter contre le racisme. Voilà, on n'est pas obligé d'expérimenter et d'être dans une espèce de témoignage émotionnel. On peut avoir un rapport politique à certaines causes collectives. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus et c'est comme ça qu'on peut fédérer aussi le plus de personnes. Heureusement qu'il n'y a pas que les homosexuels qui sont militants contre l'homophobie. Sinon, ce serait compliqué pour que ça avance. Heureusement que dans les associations, et notamment dans le collectif F, c'est pas que des femmes qui témoignent d'agressions qu'elles auraient subies. En revanche, c'est des gens qui sont investis et qui ont envie que ça s'arrête. Mais bon, vu le nombre de personnes concernées par les violences, on en connaît forcément toutes au moins une autour de nous. Bien. Je vais clôturer ce débat. Déjà, vous remercie d'être venu. Rappelez du coup, on en profite pour la promo des événements. Donc, c'est le 2 juin, c'est ça? 2 juin. Le 2 juin. Il y a un rassemblement à Paris et dans la France. Dans plusieurs endroits dans Paris. D'accord. Okay. Il y a des Stalingrad, Bastille. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet du groupe F. Vous pouvez vous inscrire pour venir nous aider à tracter ce jour-là et aller rencontrer justement des Parisiens et des Parisiennes et d'aller échanger sur les violences faites aux femmes. Et petite question, comment on fait pour devenir agent ou agente? Et ben, on va sur le site internet, legroupe-f.fr, on rentre son adresse mail et hop, on fait partie du collectif d'agents et d'agentes. Et là, on va recevoir des mails avec des infos, comme je le disais, des missions. Et puis après, on peut décider de s'engager à un niveau plus actif et de faire des propositions justement pour d'autres formes d'action. Voilà, on est un collectif il y a pas un an. Donc voilà, on est en construction, donc toutes les bonnes idées sont les bienvenues, toutes les énergies, tous les témoignages pour faire évoluer les mentalités, faire en sorte que peut-être la génération d'après ne subira pas toutes ces violences sexistes et sexuelles. Voilà, pour qu'on en finisse un jour, enfin. C'est l'instant promo, c'est ça? C'est l'instant promo. Alors, n'y allez pas le 2 juin du coup, mais le 3 juin, le CRIP sera présent à Willow Green dans Paris pour faire de la prévention. On sera également au Solidex et à la marche des fiertés. Si vous voulez vous engager, parce qu'on parle d'engagement, le CRIP a ouvert ses portes à des bénévoles. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous envoyer un petit mail, un petit message sur la page Facebook. S'engager au CRIP, c'est pour la santé des jeunes. Pour la lutte contre le VIH/SIDA, pour la lutte contre les discriminations, contre la sérophobie.
Et voilà, en tout cas, pour y travailler depuis quelques mois, c'est un cadre enrichissant, intéressant et bienveillant. Comme tu disais, Unicité recrute 8000 jeunes. Venez sur le site internet unicité.fr et si vous avez entre 16 et 25 ans, pour faire une mission enrichissante vers la diversité, la solidarité. Voilà, comme ça vous pouvez faire plein de témoignages, ce sera super cool. Et aussi, on sera présent nous aussi au Solidays, on va avoir un petit stand, etc. Déjà Avec des débats, peut-être. Je sais pas ce qu'on fait. Et là, on va aller à Rennes pour parler des services civiques. Bien, ma première impression c'est que ça s'est plutôt bien passé, c'était un super témoignage. Juste pour préciser et appuyer un peu plus ce que disait Juliette, au CRIPS on travaille sur l'entrepreneuriat en santé, aussi l'engagement des jeunes, c'est une grosse mission du CRIPS et pour travailler sur ces questions-là, on organise aussi une université d'été qui aura lieu le 31 août, 1er et 2 septembre. Le lieu est encore à définir, les dates sont fixées. Pardon. Mais je vais y venir tout de suite, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Les inscriptions vont s'ouvrir très prochainement, donc voilà, vous allez sur notre site internet, notre page Facebook, vous aurez toutes les informations nécessaires, en tout cas pour vous inscrire, et je rappelle aussi que le 28 juin prochain, ce sera la 3e soirée engagée qui sera autour de la LGBT-phobie. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette rencontre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.